2019. Dans le petit village de Ruinerswold aux Pays-Bas, il pleut. Alors au bar, tout le monde est à l'intérieur. Soudain, un type vient s'asseoir à la terrasse, seul. Il est plutôt jeune, la vingtaine, pas propre sur lui, et surtout, personne ne l'a jamais vu dans le coin. Enfin, pas exactement. On l'a déjà vu une fois, il y a 10 jours. Il est venu à ce même bar, l'air complètement paumé ou apeuré. A commandé 5 bières, les a bu d'un coup, puis est parti sans demander son reste. Quand vous habitez dans une commune de moins de 4000 habitants, tout le monde se connaît. Ce genre de choses ne passe pas inaperçu. Alors, ce soir pluvieux, Chris, le gérant du bar, décide d'aller le voir, histoire de faire connaissance, de lui demander d'où il vient. Il répondra juste « J'ai besoin d'aide ». Yann, c'est son prénom, venait d'échapper à un cauchemar. Les origines du mal. Ruinerswold, c'est vraiment la campagne. Un endroit tranquille où il ne se passe jamais rien. À la limite, il y a bien cette ferme aux abords du village. On n'en sait pas grand chose, juste qu'un homme, l'Autrichien, vient de temps en temps en voiture, reste quelques heures dans la maison, puis s'en va. On pense qu'il retape l'endroit, vu qu'il n'y passe jamais la nuit et qu'on n'y voit personne d'autre. C'est sûrement une ruine sans intérêt. Mais ils ont tort, la ferme n'est pas vide. Dedans, il y a un homme qui vit. Gerrit. Isolé du reste du monde, il ne sort jamais, cultive sa propre nourriture, l'Autrichien est son seul contact avec l'extérieur. Gerrit est un homme de foi, il fait partie de l'Église de l'Unification, que vous connaissez peut-être sous le nom de Secte Moon, une organisation religieuse particulièrement influente en Corée et au Japon. Eh bien, Gerrit, lui, est absolument convaincu d'être un patriarche, un élu de Dieu, qui devra mener l'humanité dans le nouveau monde qui succédera à celui dans lequel nous vivons. Dans le temps, il épouse une femme qui partage ses croyances, une Autrichienne dont il est persuadé qu'elle est liée à l'esprit d'une Coréenne. Et pas n'importe qui, l'enfant mort prématurément des dirigeants de la secte. D'ailleurs, on ne sait pas comment, mais ils vont modifier ses papiers d'identité, sa nationalité, le nom de ses parents, pour qu'elle devienne vraiment la réincarnation de cette petite fille. Hello, Manacho? You hear me? Régulièrement, la femme rentre en transe et se laisse habiter pour que Gerrit communique avec l'esprit. Ensemble, le couple a 3 enfants. Problème, ces enfants sont du même sang. Eux aussi sont des élus, vont devoir diriger à ses côtés. Il ne faut surtout pas qu'ils soient influencés par le monde extérieur. Alors, ils vont à l'école parce que c'est obligatoire, mais c'est tout. À part ça, pas un pied dehors, et l'éducation religieuse se fait à la maison. Si jamais un enfant montre des signes de corruption, il est puni, sévèrement, pour le remettre dans le droit chemin. Isolé du reste de la famille, privé de nourriture, ou bien plongé dans un bain d'eau glacée s'il tombe amoureux de quelqu'un, pour réfréner ses pulsions. On les frappe au visage, les étrangle jusqu'au bord de l'évanouissement, les suspend par les mains et les pieds. Ils vivent dans la peur constante de croiser le regard de leur père. Évidemment, tout ça il le fait pour eux, pour les sauver. N'empêche qu'il leur dit souvent qu'ils sont chanceux de vivre au 21e siècle, sinon il les aurait déjà tués. Là, il peut pas, les autorités le remarqueraient. Puis un jour, leur mère meurt d'un cancer. Là, ça prend une tournure encore plus glauque. Gerrit avait appris à ses enfants comment laisser des esprits les posséder. Du coup, il s'est mis à leur demander de laisser maman entrer en eux. Fallait parler et agir comme elle, être sa copie conforme. Évidemment, ça inclut des relations intimes abusives avec leur père. Ça pouvait durer plusieurs semaines sans avoir le droit de redevenir soi-même. Heureusement, les enfants ont fini par s'échapper de son emprise et ont fui la maison. Gerrit, lui, s'est retrouvé seul, alors il est venu habiter à Ruinerswold. Son temps libre, il le passe sur internet. Sous le pseudo de John Eagle, il poste du contenu depuis très longtemps. Un blog sur lequel il écrit des poèmes, donne des conseils pour éveiller son esprit, des pages Facebook qui traitent de spiritualité, des vidéos. Il a même fait une encyclopédie en ligne dans laquelle il parle de religion ou de comment entretenir son jardin. Sauf que ces posts n'intéressent pas grand monde. C'est comme ça qu'aurait dû se terminer sa vie. Seul, bloqué dans ce monde imaginaire, incapable de faire du mal aux autres. Malheureusement, dans sa ferme, Gerrit cache quelque chose de sombre. Le secret de Ruinerswold. Le barman, perturbé, pose des questions à Yann.
mais n'obtient que des réponses confuses. Il aurait fugué de chez lui, ça fait des années qu'il y était enfermé, faut que tout ça s'arrête. Mais quelque chose cloche, il dit habiter dans la ferme au bout du village, celle qui est vide. Le serveur appelle la police qui va fouiller l'endroit. Sur place, il rencontre l'Autrichien qui essaie de les empêcher d'entrer à l'intérieur. On lui passe les menottes. Mais à l'intérieur, rien. Alors il demande à Yann de leur expliquer, et il les amène jusqu'à une armoire qui recouvre l'entrée d'une pièce secrète. À l'intérieur, 5 jeunes adultes, les frères et sœurs de Yann. La plus jeune a 18 ans. En fait, on vous a caché un détail. Gerrit n'a pas 3 enfants, mais 9. Si les aînés ont fui la maison, les 6 plus jeunes, eux, n'ont connu que leur père, sa violence, son culte malsain et la peur du monde extérieur. Cette pièce dans laquelle on les retrouve, ils vivent entassés dedans depuis leur arrivée à Runnerworld. Ça fait 9 ans. Comment c'est possible? C'est simple, ils n'existent pas. N'ont pas d'état civil, pas de carte d'identité, n'ont jamais été à l'école ou chez le médecin. Depuis leur naissance, leurs parents les gardent cloîtrés entre 4 murs, déménageant pour éviter les soupçons. Les seuls qui étaient au courant, c'est les 3 enfants qui se sont enfuis, mais ils avaient trop peur pour oser en parler. D'ailleurs, même quand tous habitaient sous le même toit, les 2 parties de la famille n'avaient pas de contact. Les plus âgés étaient interdits de parler ou même de voir les plus jeunes pour éviter qu'ils soient corrompus. Par exemple, Shin, l'aîné, a été complètement exclu de la maison, obligé de vivre dans un cabanon à l'arrière du jardin, dormant dans la niche avec le chien. Ça a duré une année entière. La triste vérité. Et vous savez quoi? Malgré tout ça, les témoignages, les preuves, l'expérience, le père n'a pas été condamné. Plus fou encore, les 5 plus jeunes de la famille, ceux qui étaient encore séquestrés quand Yann s'est enfui, ont pris sa défense lors du procès. Certains envisageaient carrément de retourner vivre avec lui. Après tout, c'est pas hyper étonnant. On parle de 20 à 30 ans de lavage de cerveau, sans aucun recul sur la situation. Leur père était convaincu de créer un paradis dans cette ferme, de les sauver du monde extérieur. Et comme tous les pères, ils pouvaient aussi se montrer aimants. Pour eux, qui n'ont jamais rien connu d'autre, c'est presque impossible de faire la part des choses, de discerner le bien du mal. Même les aînés qui ont le plus souffert n'arrivent pas à le traiter de monstre. Vous allez me dire, peu importe ce que pensent les enfants, la justice doit faire son travail. C'est vrai, sauf qu'il y a un détail qu'on vous a pas encore révélé. 3 ans avant les faits, Gerrit a fait un AVC et ne s'en est jamais remis. Quand on découvre sa famille séquestrée, il est partiellement paralysé, diminué, incapable de parler, s'exprimant surtout avec des expressions faciales ou en hochant la tête. Les spécialistes sont sans appel, il ne fait pas semblant. Aux yeux de la justice néerlandaise, son état l'empêche d'avoir le droit à un procès équitable. Alors les charges contre lui ont été abandonnées. Reste l'Autrichien. En fait, son nom c'est Joseph. Lui aussi c'est un fanatique, complètement dévoué à la cause de Gerrit. C'est lui qui faisait les réparations à la ferme, donnait de l'argent ou faisait les courses pour la famille. Le lieu lui appartenait même pas, il louait juste son nom. C'était la face visible de l'iceberg. Il a pris 3 ans de prison. Ouais, c'est tout. Son impact était secondaire. Il n'y avait pas de verrou sur les portes, rien n'empêchait techniquement les enfants de sortir. C'était la peur et l'endoctrinement qui fermaient les serrures. Il y a eu une série de reportages qui racontent cette histoire. Dedans, on peut y voir le visage de Yann lorsqu'il reçoit sa première carte d'identité ou fête son anniversaire avec les aînés de la famille. D'ailleurs, il a récemment écrit un livre dans lequel il retrace son calvaire et les mois précédant sa libération. On y apprend qu'il avait réussi à obtenir secrètement un téléphone avec lequel il a écrit des mails anonymes à la police pour les prévenir de la situation. Lui, il espérait qu'on vienne le sauver. À la place, on lui a répondu qu'il fallait appeler directement le commissariat. Alors, il a abandonné. J'ose à peine imaginer la souffrance qu'il a dû ressentir devant un refus pareil. Pour une victime, il y a probablement rien de pire que de trouver le courage de demander de l'aide et de se faire abandonner par ses sauveurs. Souvenez-vous-en, si un jour quelqu'un ose vous parler de quelque chose qu'il subit. Prendre sa liberté, ça coûte parfois aussi cher que de la perdre.